Le dernier arrêt de la Cour constitutionnelle suscite beaucoup d'interprétations et des réactions de la part des juristes. Nous allons essayer certainement d'analyser certaines interprétations d'entre elles avec chercheur en droit public, M. Manik Seyenda, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Voilà, dans une représentation de Floyd Zantoto, bienvenue. Merci David. Voilà, il y a le professeur Mampouya et aussi d'autres analystes juridiques qui sont invités à ce débat. Le professeur Mampouya parle d'une magie de la transformation de l'eau en vin, c'est-à-dire le dernier arrêt de la Cour de cassation. Et nous allons en parler avec M. Manix. M. Manix, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David Kilolo. Vous aviez suivi les derniers arrêts de la Cour de cassation. D'ailleurs, vous étiez présent. Il y a même des réactions qui fusaient partout, comme celle du professeur Mampouya. Est-ce que cette réaction a raison d'être? Je pense que nous devons tous saluer le courage et l'honnêteté scientifique du professeur Mampouya, qui n'a pas voulu tomber dans ce qu'un auteur anonyme appelle la trahison de clerc, la défaite de la pensée, l'irresponsabilité de membres de la communauté scientifique. Lorsque nous voyons un fait d'ordre juridique, je pense que les chercheurs en droit ont la responsabilité de nous donner des interprétations qu'il faut afin de permettre à l'opinion de comprendre la réalité, surtout au sujet du dossier Matata. Bien avant même que je revienne sur l'article du professeur Mampouya, je voudrais, d'entre deux jeux, planter les décors par quelques affirmations scientifiques que je considère comme un tapis sur lequel nous allons nous appuyer dans le cadre de cet échange. La première affirmation scientifique que je voudrais présenter dans le cadre de cet échange républicain, c'est celle de savoir que lorsqu'on parle de la Constitution, notamment la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée le 20 janvier 2011, cette Constitution est considérée comme un pacte républicain, comme le contrat social. Cette Constitution est considérée comme le traducteur de la volonté collective du peuple congolais. Et même quand vous lisez le 3e paragraphe du préambule de cette Constitution, la Constitution dit « animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit fondé sur les valeurs de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. » Deuxième affirmation. Le droit constitutionnel, qui est cette discipline qui a pour vocation d'étudier même cette constitution avec ample détail, le droit constitutionnel est un droit des conventions citoyennes, c'est-à-dire un droit qui vise à réguler justement l'espace constitutionnel et à veiller sur le respect scrupuleux de la dite constitution, le dit contrat social donc. Troisième affirmation, ces contrats sociaux dont on fait allusion, il s'agit d'un contrat de type synalagmatique, c'est-à-dire un contrat qui implique la réciprocité d'obligations entre l'État et le sujet de l'État, c'est-à-dire l'État au moyen de ses démembrements, le président de la République, le gouvernement, les parlements, mais aussi les cours des tribunaux. Ils sont tenus à respecter la Constitution, à préserver la sacralité de ces contrats sociaux. Et de l'autre côté, nous, le particulier, le sujet de l'État, nous avons l'obligation, effectivement, de pouvoir respecter cette même Constitution. Quatrième affirmation est celle de savoir, vous savez, quand on parle même de la Constitution, c'est vrai que cette Constitution, au-delà du fait qu'elle est perçue dans un angle d'un instrument des régulations des institutions de la République, au-delà du fait que cette Constitution est perçue dans un sens d'un arsenal des prérogatives constitutionnellement garanties, c'est-à-dire je parle de droits et libertés fondamentaux des citoyens, mais la Constitution est considérée aussi comme un édifice juridique qui doit être protégé et respecté par tous. Et enfin, la dernière affirmation est celle de savoir, lorsqu'on ne respecte pas ce contrat social, lorsqu'on viole ces pactes républicains, lorsqu'on ne respecte pas la Constitution, on fait un rétropédalage vers un état de jungle, un état de nature. Et là, on assiste à ce qu'on appelle la disparité totale de l'État. Et donc, aujourd'hui, au regard de cette affaire Matata devant la Cour de cassation, je crois que et le juge et les observateurs de faits juridiques, de la réalité judiciaire,
Nous tous, nous avons la responsabilité, effectivement, de pouvoir respecter la Constitution pour qu'on parle, effectivement, d'un état de droit tel qu'est voulu par l'esprit du législateur suprême. Voilà. Alors, le professeur Mampouya, j'ai lu son analyse par rapport à cette situation. L'analyse est intitulée Affaire Matata Pogno ou Miracle de noces de Cana. Il estime que les juges de cassation ont transformé l'eau en vin, tel Jésus a transformé également l'eau en vin. Alors, voici ce que le professeur dit. Il estime qu'il est difficile de comprendre l'arrêt rendu par la Cour de cassation et il dit qu'il comprend qu'aujourd'hui, les juristes, les vrais juristes, les hommes de droit, auront des difficultés à pénétrer le raisonnement des juges de cassation. Mais pourquoi arrive-t-il à cette conclusion, le professeur Mampouya? Non, mais si déjà le professeur Mampouya, professeur de droit, expert en droit constitutionnel de surcroît, parce que c'est un professeur de droit public, éprouve des difficultés de comprendre l'arrêt tel qu'est rendu par le juge de la Cour de cassation, c'est en cela qu'il y a un sérieux problème. Si les savants congolais ne comprennent pas la démarche qu'a amorcée le juge de la Cour de cassation, à combien plus forte raison la population congolaise, les citoyens lambda. C'est en cela que le professeur parle de cette magie des transformations de l'eau en vin. Parce que le juge ont tenté de créer une magie juridique qui n'existe pas. Les juges ont tenté de pouvoir créer un autre chemin de droit qui n'existe pas. Parce que vous savez, le droit constitutionnel repose sur le principe, la doctrine, la jurisprudence. Parce que le juge, lorsqu'il veut rendre un jugement ou un arrêt équitable, il doit effectivement préalablement tenir compte de toutes ces sources formelles de droit que je viens de citer tout à l'heure. Mais malheureusement, dans l'arrêt, oui, le juge ne l'a pas fait. Et le prof Mampouya nous les démontre. Mais voilà pourquoi la Cour de cassation veut l'interprétation de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a un peu cet imbroglio par rapport à ça, il saisit certainement la Cour constitutionnelle. D'abord, dans la démarche du professeur Mampouya, le professeur Mampouya se plaint par le fait que le juge de la Cour de cassation n'ont pas respecté les rituels judiciaires. Lorsque la procédure, bien entendu, lorsque l'on veut rendre un arrêt, une décision de justice. Lorsqu'on se retrouve dans un contentieux comme celui de l'affaire Matata, ministère public contre Matata et consorts, nous avions vu les avocats de M. Matata, sous le collectif du professeur Nyabirungu, et les avocats, la partie Matata, a évoqué les différents moyens de droit, avec des exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité de l'action publique. Il a justifié, il a posé même des questions de base, des questions de droit, qui en réalité devraient être répondues par le juge avant de rendre son arrêt. C'est ça la première préoccupation du professeur Mampouya. C'est que le juge n'ont pas fait. Le juge, avant le rendu de la décision, cet arrêt, le juge devrait en réalité commencer par répondre à toutes les questions de droit posées par la partie Matata. Et de deux, le juge devrait justifier en quoi il ne serait pas compétent pour juger un ancien Premier ministre de la République. Cela est une condition, effectivement, de rencontrer les exceptions d'incompétence telles qu'évoquées par la partie Matata. Parce que la partie Matata a soulevé des exceptions d'incompétence matérielle, des exceptions d'incompétence personnelle et même des exceptions d'incompétence juridictionnelle. La partie Matata a prouvé au juge de la Cour de cassation que la Cour de cassation n'était pas compétente pour juger un ancien Premier ministre. Et surtout qu'il a aussi mis en exergue l'arrêt qui a été préalablement déjà rendu par la Cour constitutionnelle se déclarant incompétent sur cette affaire. Et surtout que dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, cet arrêt a été motivé. Cet arrêt a été expliqué. Malheureusement, le professeur Mampouya le déplore que dans l'arrêt, cet arrêt avant dire droit rendu par la Cour de cassation, cet arrêt n'a pas été motivé. Cet arrêt n'a pas été expliqué. Encore chose grave, l'arrêt n'a même pas fait mention à l'irrécevabilité telle qu'évoquée par la partie Matata, l'irrécevabilité de l'action publique. Du coup, le seul point qui a été retenu dans cet arrêt,
c'est justement la raison même de la surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle sans pour autant motiver et dire aux gens pourquoi je renvoie l'affaire vers la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première problématique que pose le professeur Mampouya. Comme pour dire, les juges de la Cour de cassation sont à la recherche de la compétence. Mais ils ne se sont pas arrêtés dans cette première magie parce qu'ils ont tenté de faire la magie, alors que le mur juridique... Quelle autre magie que le professeur estime que le juge de cassation Le professeur Mampouya relève une autre magie tentée par le juge de la Cour de cassation. Celle de migrer de l'incompétence à l'exception d'inconstitutionnalité. De l'exception d'inconstitutionnalité au recours pour interprétation de la Constitution. Cette démarche-là, cette gradualité juridique-là est incomprise par le professeur Mampouya. À combien plus forte raison par la population congolaise. Pourquoi? Regardez. Les juges de la Cour de cassation se sont appuyés sur la teneur de l'article 162 pour justifier effectivement le principe d'inconstitutionnalité afin de renvoyer sur séance à statuer à la Cour constitutionnelle. Or, ici la question est celle de savoir. Tous nous connaissons les circonstances pour lesquelles on peut aller vers l'exception d'inconstitutionnalité. Ici, on se pose, est-ce qu'il y a eu une partie au procès qui avait soulevé cette exception d'inconstitutionnalité? Je dis non. Deuxième question. La défense ne l'a pas soulevé. Non, mais pas du tout. Parce que la Constitution reconnaît ces privilèges, cette prérogative seulement aux partis. De pouvoir soulever l'exception d'inconstitutionnalité lorsque, parce que cette exception d'inconstitutionnalité est évoquée lorsque une partie oppose en plein procès une disposition légale ou un principe de droit non conforme à la Constitution. L'autre partie viendra évoquer les principes d'inconstitutionnalité pour exiger aux juges de respecter la primauté de la Constitution. Alors moi, ma question est celle de savoir, et je crois que c'est même la question du professeur Mampouya, quelle est cette disposition évoquée par les partis qui était non conforme à la Constitution? S'il faudrait aller même dans la logique des juges de la Cour de cassation, cela voudrait tout simplement dire l'article évoqué, notamment l'article 164, par le juge de la Cour de cassation, c'est-à-dire le juge considère cette disposition de la Constitution comme étant inconstitutionnelle. Or, la Constitution en soi ne peut pas être inconstitutionnelle. Ça, c'est la deuxième préoccupation du professeur Mampouya. La troisième préoccupation, le juge ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, il quitte de l'incompétence, la recherche de la compétence, vers le principe d'exception en inconstitutionnalité et de l'exception en inconstitutionnalité vers les recours en interprétation. Parce que lorsque vous regardez avec des lunettes juridiques la démarche de la Cour de cassation, en réalité, l'objet de sa démarche repose sur l'interprétation de l'article 164 de la Constitution qui contient les deux expressions que la Cour de cassation ne comprenait pas. Il s'agit de l'expression dans l'exercice de son mandat et à l'occasion de l'exercice de son mandat. C'est-à-dire le juge de la Cour de cassation ne comprenant pas la portée juridique de cette expression contenue dans l'article 164, le juge renvoie l'affaire vers la Cour constitutionnelle. Mais est-ce que les juges de cassation ont qualité de pouvoir saisir la Cour constitutionnelle? C'est même ça la raison de la question. En interprétation de la Constitution. C'est même ça la raison de la question posée par le professeur Mampouya. C'est comme ça qu'il le qualifie comme une transformation de l'eau en vin. Parce qu'en matière de recours, en interprétation de la Constitution, je crois que c'est l'article 161 de la Constitution qui les parle avec ample détail, les législateurs suprêmes, le pouvoir constituant originel. Quand vous parlez, j'aimerais donc qu'on puisse, montrer illustrer l'article 161. Allez-y, oui, parlez. Et l'article est là. Le professeur, disons, la Constitution dit que l'initiative des recours en interprétation de la Constitution émane de l'initiative 1 du président de la République, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, de 1/10 de chacune des chambres parlementaires, des présidents des assemblées provinciales et des gouverneurs de province.
Point et bas. C'est limitatif. Mais bien sûr, c'est limitatif. La Constitution n'a pas reconnu à la Cour de cassation la qualité de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter une disposition constitutionnelle. Vous savez, j'ai aimé d'ailleurs un détail évoqué par le professeur Nyabirungu lorsqu'il parle de la compétence. Il a dit la compétence judiciaire est d'attribution. Et lorsqu'on dit que la compétence judiciaire est d'attribution, cela voudrait dire aucune juridiction n'a les privilèges de se faire compétente si ce pouvoir ne lui a pas été attribué par la loi. Ici, la question est celle de savoir sur pied de quelles dispositions de la loi ou de la Constitution on reconnaît aux juges de la Cour de cassation le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter cette disposition de la Constitution. Alors là, je vous pose cette question. La Cour de cassation a violé la Constitution. La Cour de cassation a violé la Constitution. La Cour de cassation a commis ce que moi je qualifie d'un coup d'État constitutionnel. La Cour de cassation a commis un déni de justice. On reviendrait peut-être sur le deuxième article, parce qu'il y a des Congolais qui ont pondu des raisonnements juridiques, des réflexions scientifiques pour justifier effectivement cette catastrophe constitutionnelle que nous avions assistée. Alors, oui, je vais compléter ma question, s'il vous plaît. Vous dites que la Cour de cassation a violé la Constitution. Ça, c'est la première question. Alors, cette violation, elle est intentionnelle ou c'est un oubli? Non, mais vous savez, lorsqu'on parle de la Cour de cassation, par rappel, déjà qu'ici, dans le système juridique congolais, nous avons deux ordres de juridiction. Nous avons l'ordre de juridiction judiciaire et l'ordre de juridiction administratif. Mais pour l'ordre de juridiction judiciaire, il est chapeauté par la Cour de cassation comme la juridiction suprême. Parce qu'il y a... Suprême. Il y a les tribunaux de paix, tribunal de grande instance, les cours d'appel et finalement la Cour de cassation. Elle a pour mission de casser les décisions. Et les juges qui y siègent sont censés être expérimentés et comprendre même la notion de base du droit constitutionnel et de surcroît même de la Constitution. Mais si les juges qui siègent au niveau d'une haute cour ne comprennent pas la portée de l'article 164 de la Constitution, je refuse de dire que les juges sont ignorants, mais je pense, je reviens à votre question, que les juges ont violé la Constitution, ont violé le principe de droit de manière intentionnelle. Voilà, parce que nous sommes en train de parler de la compétence, pouvant certainement juger Matata Ponyo. Nous allons suivre un autre juriste et puis on revient. Ça signifie qu'il y a des infractions qu'on doit juger par la Cour constitutionnelle pendant le mandat du chef de l'État et du Premier ministre. Les autres infractions, on ne peut pas les juger pendant le mandat, on les juge après. La réponse pertinente est de savoir de quelle infraction il s'agit ici. Voilà la réponse à laquelle j'imagine que la Cour constitutionnelle a répondu. Comment la Cour constitutionnelle a répondu à cette question dans son arrêt? Elle observe, la Cour constitutionnelle, que l'article 164, elle interprète l'article 164, de la Constitution reconnaît au président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction, tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. En français, autant en petit séminaire. Lorsqu'on dit trop accentué pour être, c'est une négation. Caractère politique trop accentué, qu'elle ne peut pas être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. Donc la Cour a dit que ces infractions-là, c'est pour elle. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que la Cour a dit. Mais à la lecture de l'arrêt de la Cour dit que ces infractions sont miennes. Aucun autre juge, surtout pas les juges d'ordre judiciaire comme la Cour de cassation, ne peut pas les juger. C'est ce que la Cour dit sur le fait 13. Ne peut pas les juger. Mais la Cour conclut que même si ces infractions sont miennes, je ne peux pas juger Matata parce que selon l'esprit de l'article 64, je ne pouvais juger Matata que lorsqu'il était en fonction et non après les fonctions. Donc je ne suis pas compétent.
Si on a zoyo kabato belé bazo le kanawa bazo ibsayo que non cours ce que lobby que za compétente il fallait pona quel juge pouvait connaître de cette question. Non. La compétence elle est d'attribution. Tango zo tanga mubekoyo la loi organique qui organise la cour constitutionnelle. So comme un article nayango il y a 45 article 42 titre 4 d'abord titre est intitulé des compétences au pluriel, c'est-à-dire la cour constitutionnelle ne peut pas s'attribuer des compétences. Les compétences lui sont attribuées par la loi. Compétence na yezanini contrôle la constitutionnalité, compétence na ezali nini interprétation de la constitution, compétence na ezali nini conflit de compétences et d'attribution, compétence na ezali nini prestation de serment à chef de l'État et consort. Maintenant on vous dit que la cour devrait choisir, comme elle n'est pas compétente, quel juge devrait juger. Ça s'appelle le règlement des juges. Et cette compétence de règlement des juges, la Cour constitutionnelle a cette compétence-là. Il y a un règlement des juges. Mais pas en cette matière. C'est seulement lorsqu'il s'agit d'un conflit entre la Cour de cassation et le Conseil d'État. Parce que le règlement des juges ne porte que lorsqu'il s'agit de départager les deux ordres de juridiction. Le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. C'est ça qui donne que on ne peut pas demander à la Cour constitutionnelle de choisir un autre juge. Par contre, la Cour, elle a dit, il n'y a pas d'autre juge. Le problème Matata, ce n'est pas un problème de juge. Parce que si on veut le prendre autrement, on va discréditer nos juridictions. Et on parle de quelle juridiction? On parle de notre Cour constitutionnelle, on parle de notre Cour de cassation. Tu t'imagines que pendant une année, des très hautes juridictions sont en train de chercher la compétence pour juger pendant une année. Non. C'est pour dire que la loi pose problème. Problème au souci à Matato ezali sango, ezali ba parquet na biso. Parquet na biso ezo sala musala malamu te, ba parquet ba tangaka avant ya poser ba acte. Les parquets doivent lire. Pour nani ba instituer parquet pour les juridictions. C'est pour faire un tamisage. Pour que les juges ne reçoivent pas toutes les poubelles, toutes les pourritures de doléances du corps social. Parquet a zo tamisé à tali, est-ce que Makamboyo, est-ce que Sengele qui est dans le tribunal. Mais pour des dossiers, il y a Minene Boy, dossier à Minene Boy. Banque centrale et lobby que Moulamataji a mis ça 117 millions de dollars pour Namakama Bukangalonzo. Wana Banque centrale. Gilles Alingeti a lobby que Moulamataji a mis ça 280 millions de dollars pour Namakama Bukangalonzo. Comment le parquet n'est pas arrivé à vérifier qu'entre le montant de la Banque centrale et le montant de Alingeti, il y a un faux montant? Nous, c'est la parquet. C'est ça l'instruction. C'est ça l'instruction. Ah, merci. C'est ça l'instruction. Monsieur Manix, au regard de ces tableaux un peu sombres par Maître Chilumbaï. Voilà, Maître Chilumbaï, est-ce qu'aujourd'hui, on peut certainement menacer les magistrats de la Cour de cassation de la prise à partie? D'abord, je voudrais rappeler à l'opinion qui nous suit à travers cette émission, c'est lui qui vient de faire une telle déclaration. C'est vrai, c'est un homme de droit, c'est un avocat de surcroît, c'est un professeur des universités, mais aussi un membre de l'UDOPES. Il est de l'UDPS? Mais il est de l'UDOPES, c'est un cadre de l'UDOPES. Mais face à l'honnêteté intellectuelle et scientifique, le professeur a choisi de ne pas compromettre son âme intellectuelle. Il n'a fait que dire la vérité sans pour autant s'accrocher aux querelles des clivages ou des tendances politiques. Mais il ne risque pas d'avoir des problèmes, lui. Non, mais la vérité est du camp des dieux. S'il s'accroche à la vérité, même si les gens le cherchent de problème, Dieu va combattre pour son compte. Et moi, je demanderai au reste de professeurs, aux membres de la communauté intellectuelle, de monter au créneau afin de dire la vérité, parce que maintenant, nous sommes dans une phase de la vérité pour sauver ne serait-ce que l'avenir de notre pays. Là, nous blaguons avec la justice. Et d'ailleurs, on nous a toujours dit, la justice élève la nation. Mais lorsque nous sommes dans une injustice,
non justifiées, et là, ça baisse la nation. Alors, mais il y a une chose que j'ai retenue, que le professeur a dit. Le professeur dit que c'est ça le rôle des parquets. Les parquets ne lisent pas. En tant que professeur, c'est quand même assez grave. Visiblement, j'ai comme l'impression que les juges, les magistrats, vous les hommes de droit, il y en a qui ne lisent pas. Non, mais vous savez, moi, je ne voudrais pas jeter un discrédit sur les auxiliaires de la justice, sur les organes de la loi, parce que je pense qu'ils bénéficient d'une présomption de la connaissance de droit, le droit judiciaire congolais. Mais le problème ici, c'est un problème de dictat politique. C'est un problème des vétos politiques qui s'imposent sur le pouvoir judiciaire. C'est en cela qu'on qualifie le procès Matata comme un procès de nature politique. Alors, si je comprends bien, les juges sont au courant, mais les pressions politiques font que les juges doivent dire les choses parce que s'ils ne le disent pas comme les politiques ou les dictats politiques, ils auraient un problème. Effectivement, c'est en cela que je reviendrai à la question posée par Jean-David Kilolo. Parce que le juge qui se comporte de la manière, ils doivent savoir qu'ils risquent le chemin, la procédure de poursuite, des prises à partie, effectivement, et qu'ils peuvent être condamnés. Parce que très souvent, nous oublions, nous pensons que les juges ne sont pas justiciables. Non. Et d'ailleurs, le juge de la Cour de cassation, pour information, en comme juge naturel, la même Cour de cassation. C'est-à-dire, lorsque un magistrat ou un juge commet, par exemple, des infractions de dol ou des délits de justice, c'est-à-dire le juge de la Cour de cassation, avec une composition du siège nouvelle, vont devoir siéger pour le poursuivre. Et il peut faire la prison pour ça. Alors, parce que nous sommes dans la deuxième partie, évidemment, cette réflexion scientifique, cette analyse scientifique juridique de Michel Kabamba, où il est en train de parler à la fois de prise à partie, du dol, de déni de justice, mais d'abord à titre pédagogique. Qu'est-ce que ça signifie ce terme-là? Le dol, prise à partie, déni de justice. Déni de justice, ça veut dire quoi? D'abord, je voudrais saluer les hommes et femmes de la doctrine de droit congolais en général, parce que c'est vrai, lorsque nous analysons le droit constitutionnel, souvent on a l'habitude de se référer par rapport à l'intelligence de Montesquieu, de Max Weber, de Karl Marx, de Maurice Duverger, et même de Jean Gicquel et d'autres auteurs. Mais ici, je pense que nous avons la fierté lorsque nous analysons la doctrine de droit positif congolais avec des référentiels de nos professeurs congolais. Il y a eu par exemple des professeurs en droit constitutionnel, ceux qui ont pondu des intelligences pour nous éclairer par rapport à la justice constitutionnelle. Il y a par exemple le professeur Djelo, le professeur Essambo, le professeur Bibombe, le professeur Mpongo Bokako Bautolinga, le professeur Joly, le professeur Kamukuni, le professeur Mampuya, il y a le professeur Bochab même. Bochab, effectivement. Et donc, il y a des professeurs, c'est vrai, vous me poserez peut-être la question de savoir pourquoi je n'ai pas cité le professeur André Mbata, simplement parce que dans l'actif scientifique du professeur André Mbata, il n'a jamais publié dans le domaine de droit constitutionnel. Alors, il se vante d'être professeur de droit constitutionnel. Non, mais pour être professeur de droit constitutionnel, il faut écrire. Allez-y. Il faut publier, c'est en cela que vous... Et il a été reconnu à l'Université d'Afrique du Sud. Bon, je ne reviens pas sur ce terrain. Allez-y. Ici, nous sommes dans le terrain du droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel reconnaît ces savants à travers la production des œuvres scientifiques. Alors, je commence par vous expliquer ce qu'on entend par le dol. Oui. C'est vrai, d'après la logique, parce que cet auteur, Michel Kabamba, fait partie de ceux qui pensent que le juge de la Cour de cassation court le risque d'être poursuivi pour fait de dol manifeste et des dénis de justice. Parce qu'il a d'ailleurs dit que l'arrêt de la Cour de cassation est une activité dolosive. Mais c'est effectivement ça, c'est même ça le dol. Alors, parce que le dol est un élément qui entache. Ça veut dire quoi? Le fonctionnement normal de la justice et la façon de rendre le droit conformément au droit prévu. Alors, il faudrait commencer par expliquer qu'est-ce qu'on entend par le dol. Ici, je fais référence à l'article 56 de la loi organique sur la procédure devant la Cour de cassation, qui définit les dols comme une violation volontaire du droit. Volontaire du droit par les magistrats pour aboutir à une conclusion erronée dans le but d'accorder un avantage indu à une partie. La loi poursuit en disant « Le dol se caractérise par la mauvaise foi, par des artifices et des manœuvres qui donnent à la décision une valeur juridique apparente.
Je crois que la loi explique exactement ce que c'est le dol. Et lorsque nous faisons une étude de faits comparatifs, on se rend compte que c'est pratiquement le comportement reproché à charge de ces juges qui ont rendu un arrêt qui, en réalité, exprime une activité dolosive, comme l'a dit l'auteur Michel Kabamba. Et pour ça, le juge de la Cour de cassation court les risques d'être condamné. Et d'ailleurs, l'article 55 de la même loi poursuit en disant, pour bien expliquer que les magistrats sont passibles d'une condamnation à cause des dols et des délits de justice. La loi dit, tout magistrat de l'ordre judiciaire peut être pris à partie. Je reviendrai même pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le terme prise à partie. Oui. Dans le cas ci-après, s'il y a un dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la décision rendue. Ici, dans le cas il y a une décision et cette décision est attachée d'un élément dolosif. Et deuxième cas, s'il y a déni de justice. Alors, qu'est-ce qu'on entend par déni de justice? On commence par là. Le déni de justice est un refus volontaire de rendre justice à quelqu'un de manière équitable. C'est-à-dire pour tout juge qui refuse de rendre justice à quelqu'un, il commet un déni de justice. Et ça est punissable selon le droit pénal congolais. Et c'est une manœuvre dolosive. Une manœuvre dolosive, une activité dolosive. Okay. Et lorsqu'on parle de prise à partie, la prise à partie, c'est vrai, c'est la procédure introduite par un justiciable. Le cas de Matata, par exemple, Matata peut, s'il constate les éléments de déni de justice et des dols, il peut intenter une action en justice contre ce juge-là. Ici, la loi dit, ici, par définition, on dit, c'est la procédure introduite par un justiciable contre un magistrat, auquel il est reproché de la commission du dol ou d'une fraude, concussion ou d'une faute lourde. Ce sont des infractions liées. Et d'une commission des dénis de justice. C'est-à-dire, en réalité, au regard de tout ce que nous voyons aujourd'hui, les avocats de Matata, pareil pour Matata lui-même, le concerné, il a le droit d'ester en justice contre ces juges-là qui ont rendu un arrêt dolosif et un arrêt revêtant le caractère des dénis de justice. C'est en cela que je parle de la compromission de la République. C'est en cela que je parle d'un coup d'État constitutionnel. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec avec le principe de corporatisme professionnel, ils peuvent ne pas peut-être enclencher cette procédure et accepter à ce que ces magistrats... S'ils font bloc. Voilà, s'ils font bloc. S'ils font bloc. Et si c'est vraiment une... Tout le monde est dans cette activité. Ils risquent de bloquer la procédure. C'est compliqué. Non, mais je ne pense pas que le principe de l'unicité du ministère public peut se justifier dans une démarche criminelle. Ou lorsqu'un magistrat commet des fautes lourdes, commet des infractions, et que les autres magistrats peuvent se constituer en un même bloc pour sauver l'autre magistrat. Et en quoi on parlerait d'un état de droit? En quoi on parlerait d'une justice équitable? En quoi on parlerait d'une justice pour tous et par tous? Et d'ailleurs, il faudrait rester dans l'esprit lorsque la loi dit que nul n'est au-dessus de la loi. En parlant de cela, on fait aussi allusion aux magistrats. Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. C'est-à-dire, si les magistrats commettent de forfaits, ils peuvent être poursuivis par les instances judiciaires indiquées et c'est à la rigueur de la loi prévue selon le système juridique congolais. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a des simulations, je dirais des ressemblances au niveau de l'analyse, à la fois de l'analyse de M. Michel et du professeur Mampouya, parce que lui aussi, il a retenu un certain nombre de griefs. Notamment, il dit que les magistrats ont assimilé l'exception d'incompétence à une fin de non-recevoir. Non, mais justement, je viens de le démontrer tout à l'heure. Nous avions assisté à une sorte de catastrophe judiciaire. Et ça, c'est quand même déplorable pour un État qui aspire se constituer à un État de droit. Parce que lorsqu'on parle d'un État de droit, c'est un État dans lequel les respects de textes, en commençant par les lois de la République et la Constitution de surcroît, mais aussi des principes régulateurs de l'État. C'est en cela que le professeur Mampouya parle de la magie. La magie de pouvoir transformer l'exception d'inconstitutionnalité en un recours
d'interprétation à la Constitution. La magie de transformer la recherche même de la compétence à une exception d'inconstitutionnalité. Cela est quand même catastrophique au regard de notre droit qui se constitue au travers les règles de droit constitutionnel. Vous savez, très souvent, les gens n'arrivent peut-être pas à transcender la dimension de la lecture. Pour nous qui avions fait les études de droit constitutionnel, parce que vous me recevez en tant que chercheur en droit public, spécialiste en droit constitutionnel, lorsque vous regardez l'esprit même du pouvoir constituant originaire, le législateur suprême, c'est lui qui a rédigé la Constitution, au sujet de contrôle. Le législateur suprême a prévu deux types de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité a priori et le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Mais lorsqu'on parle de contrôle de constitutionnalité a priori, ce contrôle n'est possible que vis-à-vis des lois organiques. Pourquoi les lois organiques? Parce que par nature, les lois organiques sont des lois qui organisent les fonctionnements et les organisations des institutions de la République. Par conséquent, le législateur suprême n'a pas voulu que dans le fonctionnement de ces institutions, qu'il y ait des irrégularités constitutionnelles qui s'entachent. Raison pour laquelle, avant que ces institutions, avant que ce loi organique-là soit mise en vigueur, il faudrait que ces lois passent par un contrôle de conformité à la Constitution au préalable par le juge de la Cour constitutionnelle. Il y a par exemple le cas de la loi qui organise la CENI, c'est une loi organique. La loi qui organise la Cour constitutionnelle, c'est une loi organique et la Constitution veut que ce loi-là soit passée, soumise par un contrôle de constitutionnalité a priori que certains hommes et femmes de la doctrine du droit constitutionnel qualifient d'un contrôle préventif. Mais l'autre volet des contrôles de constitutionnalité a posteriori, cela se fait sur les lois ordinaires. Les lois ordinaires, par nature, ce sont des lois qui traitent les différentes matières de manière générale et spéciale de droit. Mais il s'est fait que les lois ordinaires peuvent être adoptées au niveau de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au niveau du Parlement, promulguées même par le président de la République et même publiées par le journal officiel de notre pays, sans pour autant être conformes à la Constitution. Voilà maintenant la première possibilité. Le législateur suprême donne d'abord le privilège au peuple congolais, le souverain primaire comme gardien de la protection de la Constitution, la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de tout acte législatif et réglementé. Ça, c'est un privilège accordé au peuple congolais pour protéger cette Constitution qui, en réalité, est les traducteurs de la volonté collective, comme je l'ai dit au début de notre mission. Voilà. Deuxièmement, lorsque dans un procès, comme c'est le cas pour le procès Matata, une partie constate que la loi évoquée par l'autre partie est inconstitutionnelle, l'autre partie peut effectivement évoquer les principes d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité. L'exception d'inconstitutionnalité est un mécanisme de recours de contrôle de constitutionnalité a posteriori. C'est un contrôle qui vient après. C'est-à-dire le texte passe avec ses irrégularités constitutionnelles, mais le législateur a prévu de mécanismes pour barrer, afin que ces textes-là soient frappés par la conformité à la Constitution. C'est très bien compris. Ça, c'est bien compris. Mais avant de finir, la dernière pour question. terminer, oui. On dit qu'il n'y a pas exception d'inconstitutionnalité, implicite ou par déduction. Ça, c'est M. Michel qui le dit. Non, mais ni implicitement, ni par déduction, il n'y a pas Ça n'existe pas. la raison d'évoquer l'exception d'inconstitutionnalité dans le cas sous examen, les cas de Matata. Je vous ai dit, premièrement, il n'y a aucune partie qui a soulevé cette exception. Oui. Deuxièmement, il n'y a aucune disposition légale qui était non conforme à la Puisque la partie Matata ne l'avait pas soulevé, la Cour de cassation ne pouvait pas prendre cela en Non, compte. mais pas du tout. C'est comme ça que ça se passe. Mais bien sûr que oui. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution. Je vous ai dit que le professeur Nyabirungu nous a dit qu'on doit la compétence judiciaire et d'attribution. Mais pourquoi eux, ils ont ajouté cette exception? Non, mais c'est parce qu'ils respectent le dictat politique. C'est Voilà. parce qu'ils cherchent de manœuvres. C'est parce qu'ils veulent transformer de l'eau en vin. C'est parce qu'ils veulent faire la magie juridique, alors que malheureusement, cette magie ne tient pas la route. Parce que tout est clair qu'il y a une activité dolosive, il y a un déni de justice et il y a l'idée de pouvoir compromettre l'édifice juridique de notre pays. Et par conséquent, nous tirons comme conclusion, l'affaire Matata est une affaire politique, est une entorse
au droit positif congolais est un coup d'État constitutionnel et une sorte de rébellion constitutionnelle et même une catastrophe judiciaire. Je pense à l'avenir, nous devons réparer ce genre de cas, de peur que nous soyons rétropédalés vers un état de jungle, un état de nature, un état de disparité totale de l'État. Merci beaucoup à vous, Manik Sienda. Merci à vous. C'est à moi de vous dire Floride merci. Merci Datoto. Jean-David. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.